tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Bonjour, les gens qui suivent régulièrement La Reine Nue vont avoir, en cliquant sur cette vidéo, une grosse surprise parce qu'en effet, nous apportons une petite touche de modernité dans la mesure où nous sommes en 2017 et où, comme chacun sait, le monde change, il n'est plus ce qu'il a été. Et comme nous sommes pour le progrès et pour l'innovation, nous allons décider de nous lancer dans la vidéo. Et donc, pour cette toute première vidéo de La Reine Nue, je vais recevoir un invité qui est ici présent sur ce canapé rouge. Il s'agit de Frédéric Farah, qui est économiste et qui a sorti récemment deux ouvrages. Le premier s'intitule « Introduction inquiète à la macroéconomie ». Il est sorti en 2016 au Petit Matin et il est coécrit avec un autre économiste, Thomas Porcher. Et le second, que je tiens ici, que j'ai l'honneur de tenir ici entre mes mains, s'appelle « Europe, la grande liquidation démocratique ». Il vient de sortir aux éditions Bréal. Donc Frédéric Farah, je vais vous poser quelques questions et vous allez me répondre sur un thème qui est à l'intersection de vos deux ouvrages récents, qui est le programme économique et européen d'Emmanuel Macron. Ça tombe bien, c'est la présidentielle. Donc Emmanuel Macron revient de Berlin. Il a promis à Angela Merkel, qui l'a reçue, de faire des réformes structurelles dans le cadre de son programme économique pour regagner la confiance de l'Allemagne. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Eh bien, bonjour. Alors, ça m'inspire, je dirais pas de la consternation, mais un peu presque, puisque Emmanuel Macron s'inscrit complètement dans la lignée de ceux qui étaient avant lui, c'est-à-dire le président Hollande, le président Sarkozy, c'est-à-dire toujours accorder plus de concessions à l'Allemagne, qui attend de la France ses réformes, en espérant que l'Allemagne puisse aménager ses positions, c'est-à-dire qu'elle puisse un peu changer ses orientations économiques, à savoir qu'au lieu d'être toujours dans cette recherche d'excédent, elle puisse peut-être jouer un peu le rôle de locomotive en Europe, qu'elle puisse accepter peut-être un autre fédéralisme que celui qui a cours. Et donc, en fait, il y a toujours cette idée, plus on va donner des gages à l'Allemagne, et plus l'Allemagne va se montrer accommodante, que ce soit à l'égard de la Grèce, à l'égard du question sociale, de l'union bancaire. Mais cette stratégie qui peut se résumer comme suit, moins de souveraineté pour plus d'influence, est toujours perdante depuis, on va dire, presque un quart de siècle. Oui, toujours perdante, mais on peut considérer que ça n'est pas allé assez loin. Et quand Emmanuel Macron propose plus de fédéralisme, quelque part il est novateur, ou quand il propose un parlement de la zone euro, ce qui est un point commun avec Benoît Hamon, il est novateur aussi. Donc en somme, vous considérez que Macron est le candidat de la continuité européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe, et pourquoi ? Alors, Emmanuel Macron, on pourrait dire oui, c'est nouveau, ce fédéralisme, encore un parlement de la zone euro. Bon. Alors tout d'abord, c'est des idées qui n'ont rien de neuf, vous venez de le dire. Donc Benoît Hamon les reprend en s'appuyant sur les travaux de Piketty. Bon. Alors, ça suppose à chaque fois que dans ce parlementarisme rénové, dans ce fédéralisme, l'Allemagne veuille bien jouer le jeu. C'est-à-dire qu'il faut être quand même lucide, parce que pour qu'il y ait un fédéralisme, il faut qu'il y ait des contributeurs. Et le plus gros contributeur devrait être l'Allemagne. Et est-ce que l'Allemagne a envie de transformer l'Union européenne comme une communauté de solidarité et redistribution ? On peut en douter. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver dans la même situation que Jospin en 1997, que Hollande en 2012, c'est-à-dire à chaque fois qu'on ne veut pas ni du pacte de stabilité première version ou du traité sur la gouvernance, l'Allemagne consent à des aménagements mineurs, c'est-à-dire mettre un volet croissance qui ne conduit nulle part et qui n'implique rien, et d'une certaine façon, créer encore un nouvel organe, par exemple ce Parlement européen, dont on ne sait pas quels vont être, qui va prendre les décisions, comment il va être contrôlé, alors qu'il existe déjà un Parlement qui est un peu un Parlement croupion. Donc, on est en fait, si vous voulez, dans du maquillage institutionnel, mais sur le fond, les orientations ordolibérales ou la défense des réformes structurelles va continuer. Donc vous pensez que la macroéconomie, c'est la thèse de votre livre sur le sujet, c'est la continuité dans le domaine économique et que ça va nuire à l'économie française, que ça ne va pas la relancer. Non, en fait, on est dans un cocktail économique
où les orientations européennes et les orientations françaises ne cessent de se mêler ou de se croiser. C'est-à-dire l'idée que, comme on ne veut plus agir sur le budget, c'est-à-dire on ne veut plus imaginer un budget actif, c'est-à-dire de type de relance, on ne peut plus agir sur la monnaie. À partir de là, une fois que ces deux instruments sont rendus impossibles, sont ligotés, qu'est-ce qu'il reste ? Ce qu'on fait, c'est-à-dire depuis 30 années en France, c'est-à-dire plus de flexibilité sur le marché du travail, ce qui entraîne le développement des travailleurs pauvres, ce qui entraîne un peu plus le dualisme du marché du travail. Et ensuite, quand ce dualisme est créé par ces réformes, on va expliquer que les salariés protégés, ce sont eux qui sont à l'origine du problème, alors que ce sont ces réformes qui ont créé ces segmentations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il ne nous reste plus qu'à agir sur le marché du travail, réduire la protection sociale, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que l'on travaille plus longtemps avec des retraites moins généreuses. Il ne faut jamais oublier qu'une fois qu'on a signé Maastricht, eh bien, la France s'est engagée dans une série de réformes, les réformes Balladur des retraites l'année qui a suivi, en 1993, des réformes du marché du travail, avec des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Le chômage ne diminue pas réellement, l'investissement ne repart pas, et on n'agit pas sur deux question essentielle, c'est-à-dire le poids de la finance dans l'économie et ces orientations européennes qui ne sont pas en faveur de la croissance. Donc, qu'est-ce que dit M. Macron en bon idéologue ? Eh bien, ce n'est pas les faits qui donnent tort à mon idéologie, non, c'est les faits qui ont tort, donc il faut aller encore plus loin. Bon, alors, ce que vous dites, c'est qu'on est dans l'idéologie, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément condamné à l'austérité, condamné à la restriction budgétaire, condamné à la baisse du coût du travail. Donc, s'il existe des solutions, quelles sont-elles et quels sont les préalables pour les mettre en œuvre ? Que faut-il faire ? Alors, donc tout d'abord, on est très embêté. C'est qu'aujourd'hui, de forces politiques en état d'accéder aux affaires et qui seraient capables de renverser ce que l'on vient de décrire, à l'horizon de 2017, on n'en voit pas. Voilà, donc ça c'est un. Et deuxièmement, une fois qu'on y arrive au pouvoir, ce n'est pas tout ça, parce qu'il faut se heurter à des freins très puissants, comme par exemple l'administration de Bercy, le Trésor, qui s'arrange toujours pour que tout ce qui peut s'éloigner un petit peu des orientations européennes soit corrigé, amendé ou abandonné. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de fond qui va au-delà même d'élire une nouvelle majorité. Ça c'est deux. Troisièmement, l'idéal, ce serait de trouver en Europe des alliés pour essayer de réorienter la construction européenne. À l'heure présente, ce n'est pas l'Espagne qui va nous offrir, ce n'est pas l'Italie qui va nous offrir, c'est encore moins la Grèce, pour ne parler que de cela. Donc, il est clair qu'il appartiendrait à la France, deuxième économie de la zone, de taper du poing sur la table. Sauf avec qui, on ne sait pas non plus. Donc, à l'heure actuelle, on est d'autant plus condamnés dans cette situation parce que les forces politiques pour renverser le rapport de force ne sont pas là. Avec donc le risque, c'est que ça nourrisse inévitablement une certaine lassitude, voire une certaine colère. Et à mon avis, le Brexit est annonciateur de ce qui se prépare. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la dislocation d'un ensemble irréformable. Et d'autant plus irréformable qu'il y a une variable qu'on néglige souvent et qui est à mon avis clé de tout, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans un pays comme l'Allemagne, avec une croissance démographique aussi faible, finalement que la croissance en Europe soit molle, ce n'est pas un problème, puisque tant que la croissance, effectivement, si la croissance démographique allait plus vite que la croissance économique, là on serait un problème, parce qu'il n'y aurait pas assez de ressources à redistribuer aux gens. Mais comme là, il n'y a pas de croissance démographique, on peut tout à fait tolérer une croissance molle. Donc à partir du moment où les plus âgés n'ont pas intérêt à voir la croissance croître, c'est-à-dire les plus âgés allemands entre autres, il n'y a aucune raison de dynamiser l'ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? À mon avis, puisqu'on ne peut pas réformer, ou difficilement, eh bien, je crois qu'il faut reprendre en main notre destin. C'est-à-dire, soit claquer la porte de l'Union économique et monétaire pour commencer, soit suivre l'exemple britannique. Donc, la France a intérêt, mais vraiment à espérer que le chemin que la Grande-Bretagne est en train de dessiner soit un succès. Parce que, pour montrer que finalement, ce n'est pas l'apocalypse qui attend la sortie de l'euro, ce n'est pas l'apocalypse qui attend la sortie de en cas de la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'euro, mais de l'Union européenne, et qu'il y a une voie dans cette direction. Puisque l'affaire grecque nous a clairement montré que réformer de l'intérieur, ça ne marche pas. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut sortir. Très bien, merci Frédéric Farah. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire grecque qu'on vient brièvement d'évoquer, ce livre, le dernier en date de Frédéric Farah, qui fait une large place justement à la question grecque,
au sein de l'Union européenne. Et comme Frédéric Farah est le tout premier macronologue de l'histoire de France, je vous conseille également son livre « Introduction inquiète à la macroéconomie ». Merci.